Bonsoir à tous, bienvenue dans Associons-nous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'Ordre de Malte France, une organisation qui agit sur tous les terrains de la solidarité, dans la rue, auprès des personnes sans abri et dans ses établissements, auprès de personnes en situation de handicap. Pour en parler, nous recevons ce soir Cédric Chaleret-Durieux, président de l'Ordre de Malte France. Bonsoir. Bonsoir. Marion Lesage, directrice Hospitalité France. Bonsoir. Bonsoir. Catherine Travis, maman d'un résident de la Maison du Lys. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, le docteur Léo-Patrick Dahan, médecin bénévole dans l'Eure. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, deux univers différents, mais même engagement, redonner de la dignité, de l'écoute et de l'espérance. N'est-ce pas, Cédric? C'est vrai, on se dit, mais quel est le rapport entre... Ce soir, on va vous parler de maraude médicale et on va vous parler d'autisme ou de spectre du trouble, enfin de trouble du spectre autistique. On se dit, mais quel est le rapport entre les deux? Et pourtant, le rapport, à première vue, il n'est pas évident, mais il existe derrière. C'est cette civilisation de l'amour que demande le pape Léon XIV dès son élection, ou maintenant dans sa dernière et nouvelle encyclique, première encyclique, Dixit Te. C'est vraiment ça, cet ADN de l'amour. Pourquoi? Parce que, on l'expliquera tout à l'heure, il n'existe pas des petits autismes, des grands autismes, des autismes forts ou légers. C'est en vérité des réponses uniques qu'il faut apporter à chaque patient. Chaque patient est unique. Il a besoin que l'on le prenne. Voilà, certains vont plus peiner sur le langage, d'autres sur les interactions sociales. Et c'est la même chose avec une maraude. Le docteur, je suis sûr, nous le dira tout à l'heure. Chaque patient, chaque sans-abri que l'on va rencontrer va nécessiter cet accompagnement unique. Parce que ce qui est le plus important pour nous derrière, c'est au-delà de soigner, au-delà de prendre en charge, c'est de redonner à la personne que l'on prend avec nous sa dignité pleine et entière et une envie de vivre derrière, d'aider les familles tout autour, etc. Mais déjà de redonner pleinement cette dignité. Très beau message, surtout l'accompagnement unique. Vous verrez, on reviendra souvent dans l'émission sur ce terme. Mais je vous propose maintenant d'aller sur le terrain, là où tout prend sens. Prenons la direction de l'Eure avec la délégation départementale de l'Ordre de Malte qui effectue des maraudes médico-sociales pour aller à la rencontre de personnes seules et précaires. Notre journaliste Alexei Wozniuk a accompagné les bénévoles. On regarde. Le département de l'Eure, au cœur de la Normandie, fait partie des régions les plus productives en cultures agricoles. Pourtant, cette terre fertile est aussi l'une des plus touchées par la pénurie de soignants. Oui, on revient en plateau après ce petit incident technique, indépendant de notre volonté. Bien sûr, on vous montrera cet excellent reportage tout à l'heure, mais je vais donc me diriger vers le docteur Dahan. Vous êtes très souvent sur le terrain. Qu'est-ce qui vous touche plus particulièrement? Ce qui me touche particulièrement, c'est de me rendre compte que à proximité de chez nous, à proximité de ma maison d'habitation, de la ville où j'ai travaillé pendant 40 ans, la précarité frappe de façon aveugle et de façon totalement invisible. Voilà. Je suis surpris de voir, dans le reportage, on parle, un jeune monsieur à 50 mètres de chez moi, qui vit dans des conditions effroyables, qui sombre dans les addictions, qui est vraiment en perdition, et qui, petit à petit, on a gagné sa confiance, on a réussi à lui faire accepter de se faire prendre en charge, etc. Il nous a reçus d'abord dans la rue, et puis après, il a accepté de se faire examiner dans le médicobus que nous avons. Alors, justement, tout ça, on le verra dans le reportage qu'on n'a pas encore vu. Je rappelle à nos téléspectateurs, ne vous inquiétez pas, vous verrez ce reportage. Mais concrètement, quel est votre travail sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites? Tout d'abord, rétablir la confiance. Je crois que c'est ce qui est plus important, c'est d'établir la confiance des personnes qui ont jeté l'éponge, qui ne sont plus capables de rentrer dans notre système de soins qui est un peu en difficulté en ce moment, et qui ne veulent plus se soigner, tout simplement. Donc il faut leur faire comprendre que nous sommes là pour les aider, pour leur redonner de l'espoir, et petit à petit rentrer, j'allais dire, dans le système de soins que nous avons en France, qui est un système quand même performant,
bien qu'en difficulté, mais quand même performant et que beaucoup de pays nous envient encore. Alors vous avez justement un bus médico-social, on va l'appeler comme ça. Ouais. Justement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tout se gère? Alors, la grande difficulté, c'est le repérage de ces personnes. Parce que ces personnes, je les appelle moi les invisibles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ne mettent pas de signaux. Ils ne réclament pas dans tous les organismes que nous avons à notre disposition, et Dieu sait si on en a beaucoup, hein. Ils sont invisibles. Et par conséquent, il faut mettre en place tout le maillage que nous avons avec les élus locaux, avec les forces de police parfois, avec les pompiers, avec les assistantes sociales, avec les CCAS, vous savez, les centres communaux d'action sociale, etc. Donc toutes ces forces vives que nous avons dans notre pays aboutissent à repérer de temps en temps une personne qui est passée à travers les mailles du filet. Et comment justement on fait pour gagner la confiance de cette personne qui ne veut plus qu'on la voie? Alors là, il faut du temps. Je crois que, comme je dis toujours, quand j'étais en exercice, je n'avais pas beaucoup de temps parce que j'avais beaucoup de passion à voir. Maintenant que je suis en semi-retraite, j'ai beaucoup plus de temps et il faut une première fois passer un quart d'heure, une demi-heure, et puis revenir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, pour petit à petit montrer à ces personnes qu'on est là pour les aider et pour les aimer aussi un peu. Et Cédric, c'est un petit peu ça que veut faire l'Ordre de Malte France, les accompagner, les aider. C'est ça. On a cette maraude qui est belle parce qu'elle est aussi dans ces déserts médicaux tels qu'on les entend. Mais si je prends plus généralement en métropole et dans les Outre-mer, parce qu'on a aussi cette action-là dans les Outre-mer, alors certaines assez rigolotes. En Guyane, on est avec une pirogue et on va faire le médicobus sur une pirogue. C'est 30 000 actes de soins par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par exemple, à Nice, c'est 4500 actes de soins par an qui sont dispensés. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a un véritable besoin, un besoin énorme de nos concitoyens. Alors, on a deux catégories de patients. Je ne sais pas si, docteur, vous serez d'accord ou pas, mais on a le SDF... sans-abri classique qui, lui, malheureusement, c'est pas une tension à 19 qui va le faire venir. Ce qui le fera venir, c'est qu'il a des problèmes de peau, il va avoir les dents qui sont dans un bon état, il va avoir du mal à voir, etc. Ça va le faire venir chez nous. Donc c'est pas forcément des soins immédiats de médecine générale. Et puis après, vous avez des personnes, et on s'en rend compte de plus en plus, qui sont sortis du système de soins. Alors vous parliez des assistantes sociales, mais ça peut être aussi le curé du village qui dit j'ai un sans-abri, je ne sais pas quoi en faire, est-ce que vous pouvez venir le voir? Et nous, le but du jeu, ce n'est pas de se substituer sur le long terme au pouvoir public, mais c'est de reprendre cette personne et de la réinjecter dans le système de soins. C'est exactement ce qu'on a fait, par exemple, avec la Maison Ferret, qui est une maison de retraite, avec cette semaine, où un curé d'une paroisse parisienne nous a contactés et nous a dit voilà, j'ai un SDF, plus personne n'en veut, on ne sait pas quoi en faire, il a besoin de soins médicaux, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Voilà, on l'a pris, il est chez nous pendant une semaine. Voilà. C'est de sortir. C'est sûr que sur le long terme, on ne sera pas SOS médecin ou autre, et qu'il y a un problème de politique de santé générale dans notre pays qu'il va falloir traiter à un échelon gouvernemental. Mais voilà, on comble les brèches d'une situation sanitaire en France peu glorieuse. Merci Cédric, merci docteur. Je vous propose donc de regarder ce fameux reportage. On regarde tout ça et on se retrouve juste après. Le département de l'Eure, au cœur de la Normandie, fait partie des régions les plus productives en cultures agricoles. Pourtant, cette terre fertile est aussi l'une des plus touchées par la pénurie de soignants. Cela frappe d'autant plus les gens plus précaires, souvent sans moyens financiers ou de transport pour aller se faire soigner. Pour aider les personnes éloignées du système de soins à le réintégrer, à Verneuil-sur-Avre, l'Ordre de Malte France a lancé en janvier 2024 une antenne médicale mobile. Chaque vendredi matin, Joseph Jouffre, délégué départemental de l'Ordre, prend le volant du médicobus pour rejoindre son équipe et aller à la rencontre de ceux qui n'ont aucune couverture sociale. Nous allons dans différents endroits de Verneuil-sur-Avre pour rencontrer les gens qui nous ont été signalés et qui auraient besoin de voir un médecin. Et donc nous sommes là pour les écouter et les soigner.
Sur place, ils retrouvent le médecin bénévole et les assistantes sociales du centre hospitalier de Verneuil. Leur première visite, Gérard, un homme solitaire d'une 50aine d'années qui vit dans les environs de la ville. Mais comment vous faites? Vous enjambez tout le temps en fait. Non mais il y a un bon équilibre, je suis encore costaud. Hein. Ouais, mais j'ai pas... Il vit dans la maison de sa mère dans une situation de grande précarité. Souffrant de graves problèmes de santé, Gérard ne peut pas se faire soigner. Ouais, Pour Virginie Vinsonneau, intervenante sociale, ces situations sont de plus en plus fréquentes. Sur les problématiques qu'on peut rencontrer, c'est essentiellement des problématiques de santé mentale, des gens qui ont abandonné tous les soins en santé mentale, qui du coup ne payent plus leur loyer, qui ne payent plus leur électricité, qui sont du coup dans quelque chose de précaire au niveau hébergement, qui ont peur d'aller à l'extérieur, qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. De ce fait, pouvoir se présenter devant un professionnel, c'est déjà énorme pour eux parce que ils ne se sentent pas en capacité de pouvoir se présenter devant n'importe qui, un médecin, une assistante sociale. C'est aussi faire aveu de ses faiblesses ou faire aveu du fait qu'ils ont tout laissé tomber. L'objectif de l'antenne médicale est de repérer ces personnes pour établir un diagnostic et les aider à revenir dans le parcours de soins. Pour cela, une large coordination s'est mise en place entre les services sociaux du département, les mairies et d'autres associations caritatives. Selon Geneviève Fingère, infirmière au centre hospitalier de Verneuil, ces personnes veulent rester invisibles aux yeux de la société. Toutes ces personnes, on peut les appeler les invisibles parce qu'elles sont discrètes, elles sont effacées dans notre société. Ça va être un voisin, ça va être une association qui va nous dire écoutez, on a tel monsieur ou telle dame qui vit à tel endroit, qui aurait besoin de vous. Mais sinon, on ne les voit pas. Est-ce que vous auriez deviné que là, il y avait quelqu'un qui vivait dans cette maison ? Non, parce que vous avez les herbes qui font plus d'1 mètre de haut, les volets sont fermés, donc on ne se rend pas compte. Vous avez rendez-vous à 9h avec l'anesthésiste. Donc je viens vous chercher ici à 8h et je vous ramène après. Grâce au travail de l'équipe, la tumeur de Gérard pourra bientôt être opérée à l'hôpital. Pour les bénévoles de l'antenne de l'Ordre de Malte, c'est la foi chrétienne et le désir d'aider leurs prochains qui les guident dans cette mission. Quand on a reçu l'éducation que j'ai reçue, catho, j'ai eu la chance de naître dans une famille et d'avoir un métier qui m'a beaucoup apporté. J'ai une mission de renvoyer, on va dire, l'ascenseur à ceux qui n'ont pas eu ces chances-là. En 1 an et demi d'existence, l'antenne médicale mobile a réalisé plus de 300 consultations. Grâce à son travail, la moitié des personnes rencontrées ont pu réintégrer le circuit normal du parcours de soins. En France, de plus en plus de personnes sont touchées par la précarité médicale. Dans ce contexte, l'action de l'Ordre de Malte s'avère essentielle. Très beau reportage de notre journaliste Alexei Wozniuk. Justement, docteur, avez-vous des nouvelles de ce monsieur ? Effectivement, j'ai de très bonnes nouvelles, puisque à force de persévérance et de mise en commun de tous nos moyens, on a réussi à faire opérer le patient que nous avons vu là. Il a été opéré et il se porte bien. Il a même accepté, vous avez vu la maison dans laquelle il vit, il a ce qu'on appelle un syndrome de Diogène, c'est-à-dire qu'il accumule plein de choses. Il a même accepté, avec l'intervention du maire de la commune, de commencer à nettoyer. On a installé des containers, on a nettoyé le jardin, bref. Il accepte de se soigner maintenant régulièrement, donc je le vois régulièrement. Donc c'est un très bel exemple, et ça me fait chaud au cœur de voir que cet homme qui partait vraiment très mal est remis sur le droit chemin. Donc votre action est vraiment plus large. Ah oui, c'est sûr. Et est-ce que ces maraudes changent aussi votre regard sur notre société ? Ah oui, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais à 100 lieues de m'imaginer qu'il y avait des gens dans une telle précarité à proximité de chez moi. J'avais encore le cliché que la précarité, c'était pour les autres pays, pour les grandes villes, etc. Et en fin de compte, dans ma petite ville de province, où tout le monde a l'air d'être heureux, tranquille, loin de l'agressivité des grandes villes et de plein de choses négatives, eh ben, à côté de chez moi, j'ai des tas de gens qui vivent et dont je n'ai même pas vu l'existence pendant 40 ans. Voilà. Et on parle souvent de temps, de douceur. Pourquoi
ces deux notions sont-elles essentielles dans votre action? Parce que quand on fuit le système, quand on a jeté l'éponge, après on a un phénomène de rejet. Je crois que les personnes ne veulent plus entendre parler et s'imaginent qu'on va encore leur proposer des trucs compliqués, etc., auxquels ils ne veulent pas. Donc il faut vraiment faire un travail de fourmi, comme je dis. Il faut leur donner, il faut discuter avec eux. Vous voyez, le monsieur que vous avez vu dans le reportage, j'y suis allé 4 fois avant qu'il accepte de nous rencontrer sur le pas de sa porte. Voilà. Et donc j'ai passé je ne sais combien de temps, mais c'est positif. C'est positif puisque le résultat est là. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'en un quart d'heure, j'allais solutionner son problème. Mais la finalité est là et le résultat me réconforte, me dit il faut qu'on continue dans cette direction. Cédric, un petit peu la même question qu'au docteur. Qu'est-ce que ces maraudes révèlent sur notre société? Alors j'aimerais, à travers votre question, dire un merci et un appel. Et ça va révéler par rapport à la société. Merci parce que cette belle action, c'est la rencontre de vous, docteur, avec Joseph, le délégué. Vous êtes tout seul pour faire cette action-là en tant que médecin. Vous êtes le seul médecin et vous faites 300 consultations par an. Donc merci parce que c'est toutes ces actions que l'on fait au niveau de la solidarité en France, c'est grâce à 14 000 bénévoles qui donnent de leur temps. Alors des médecins, des infirmiers, mais aussi des gens sans aucune qualification médicale qui acceptent de passer une soirée pour aller distribuer des repas à des sans-abri dans la rue, qui acceptent de se lever tôt le matin. Donc merci à eux. Et je pense qu'il y a cette vraie générosité. Et l'appel, c'est à tous nos auditeurs, aux téléspectateurs ce soir, c'est de dire, vous voyez, la charité, c'est pas compliqué, quoi. Il faut juste se dire à un moment donné, ok, je vais pendant une journée, une demi-journée, une soirée, 2 heures, donner un peu de mon temps pour les autres. Et ce que l'on voit à travers ce que vous dites, docteur, c'est que, outre la prise de conscience de cette pauvreté invisible tout autour de vous, je pense qu'il y a une forme de bonheur, parce que c'est la charité, on a l'impression on donne, mais on reçoit beaucoup plus, comme je le dis très, très souvent, et il y a cette forme de bonheur. Donc voilà, moi j'en appelle sur cette société-là, je sais qu'il y a quand même des gens qui ont envie de venir. Je leur dis, c'est pas compliqué, vous allez sur notre site internet ordredemaltefrance.org, vous tapez votre département, vous avez le portable et le mail de votre délégué, et quelle que soit votre compétence, venez particulièrement dans l'heure, parce que je pense que vous, docteur, si vous êtes tout seul, de temps en temps, vous avez le droit de prendre des vacances, et que vous serez bien content d'avoir d'autres médecins qui pourront de temps en temps vous seconder. C'est vrai, mais bon, sincèrement, ça m'apporte beaucoup, beaucoup. J'ai repris un sens, parce que vous savez, quand on arrive à la fin de sa carrière, qu'on prend la fameuse retraite, c'est un mot terrible, ça, ce mot-là, la retraite, on a un sentiment de ne plus exister aussi, d'être mis sur une voie de garage. Les seniors, en ce moment, ça a mauvaise réputation. Les retraités, les boomers, tout ça, c'est pas dans l'air du temps en ce moment. Et quand on arrive à obtenir des résultats chez des gens qui sont vraiment laissés sur le bord du chemin, ça apporte énormément, je trouve. Et c'est vrai ce que vous dites. Moi, je trouve que ça m'a apporté beaucoup. Et vous êtes un jeune médecin à la retraite en plus. Vous savez, le président de la République a décerné la Légion d'honneur à un de nos plus anciens, on va dire, bénévoles, le docteur Guy Lessieux, qui avait créé la première antenne médicale mobile en France et qui, à 80 ans, continue d'arpenter les rues des Hauts-de-Seine pour faire la même chose que vous. Donc, vous allez être avec nous pendant longtemps, j'espère. Et bien sûr, aussi. On rappelle encore une fois à nos téléspectateurs, à nos auditeurs que si vous voulez faire un don, il vous suffit d'aller tout simplement sur le site internet ordredemaltefrance.org. Voilà, l'adresse est juste là sur votre écran, n'hésitez pas. L'hiver arrive avec votre campagne bien sûr Urgence Hiver qu'on verra à la toute fin de l'émission. Qu'est-ce qui va changer dans vos interventions? Bon, on va faire plus.
C'est-à-dire qu'on va faire la même chose, mais on va redoubler dans les cadences. En particulier, si le plan grand froid est activé par les pouvoirs publics, le plan grand froid, c'est le thermomètre qui ne remonte pas au-dessus de zéro. Ça veut dire qu'il va y avoir des hébergements d'urgence qui vont être mis et qu'il y aura beaucoup plus de personnes à devoir gérer. Pareil, il y a plus de 5000 sans-abri. D'accord ? Donc quand on fait une maraude, et il y en a tous les soirs, on voit 35, 40 personnes. Vous imaginez, il va falloir se renforcer encore ces dispositifs. Je cite Paris, mais c'est partout ailleurs, dans les villes du Grand Est, du nord de la France, où parfois l'antenne médicale va se trouver être une antenne pédestre, où vous allez avoir des médecins et des infirmiers qui vont, à travers une maraude de distribution alimentaire, apporter aussi des soins médicaux. Alors encore une fois, on va rappeler, il faut donner le don, ordre de Malte, france.org, n'hésitez pas. Ce travail de terrain, c'est la première étape, mais maintenant, je vous propose de vous rendre dans les Yvelines, à Bullion, dans le foyer d'accueil médicalisé, la Maison du Lys, qui accueille des personnes adultes atteintes d'autisme. Un reportage réalisé, encore une fois, par notre journaliste Alexei Wozniuk. On regarde et on se retrouve juste après. Depuis 2008, cet établissement médico-social situé à Bullion, dans les Yvelines, est géré par l'Ordre de Malte France. Aujourd'hui, 28 résidents atteints de troubles du spectre de l'autisme y sont accueillis en internat, répartis en 4 unités selon leur autonomie. Ils sont suivis par l'équipe pluridisciplinaire composée d'un pôle socio-éducatif et pédagogique, médical, paramédical et psychologique, explique Aurélien Bourdeau, directeur de la maison. On a des résidents qui présentent une relativement bonne autonomie, d'autres qui sont plus en difficulté. On peut trouver un noyau dur au niveau des symptômes que représente l'autisme. C'est à la fois des difficultés de communication, qui sont quand même très importants au niveau des personnes qu'on accompagne, des difficultés au niveau des interactions, c'est-à-dire du rapport à l'autre. C'est des résidents qui parfois présentent des hypersensibilités, des hyposensibilités. En plus de l'autisme, parfois il y a ce qu'on appelle des troubles associés, et notamment la déficience intellectuelle, qui vient encore complexifier l'accompagnement de ces personnes-là. Jeudi matin, on a Gauthier au théâtre. Magnifique. On a CJ qui est au jardin. Chaque journée, les résidents sont répartis entre diverses activités. Qui est aussi au jardin. La photo des résidents est placée devant chaque tâche. Manger, partir. Pour communiquer, Axel utilise une tablette. Tu veux manger en extérieur? Oui. Ah. D'autres utilisent des outils de communication alternative augmentée. Ainsi, la maison propose un accompagnement individualisé en collaboration avec le résident et sa famille. Voilà. Allez, encore un morceau? Mets ta main bien à plat la main. Une des activités les plus attendues par les résidents est la ferme pédagogique. Voilà. Aujourd'hui, c'est au tour de Régis et Charlotte, accompagnés de Sophie, de s'occuper des animaux. Voilà. Selon Manon Gerlache, responsable de l'atelier, la zoothérapie est particulièrement bienfaisante pour les esprits les plus réservés. On a des résidents qui, à l'extérieur ou dans leurs unités de vie, ont un tempérament très actif. Et finalement, quand ils viennent ici, ils s'assoient, ils sont apaisés. Parce qu'en fait, l'animal renvoie la bonne gestuelle à avoir, en fait, la bonne attitude. L'animal est dressé pour être calme. Donc le résident a tendance à s'asseoir à côté, être calme. Et puis ce sont les fondamentaux. On apprend à rester justement, à pas crier, à pas courir. Il y a des règles à respecter qui permettent du coup à chacun de mettre un cadre, et du coup on se rend bien compte que les résidents ils évoluent, et quand c'est quelque chose qui leur plaît, et du coup il y a un intérêt de faire la tâche en fait. C'est plus vécu comme une contrainte, c'est réellement un plaisir de prendre soin de l'autre et de se mettre à la tâche et à l'ouvrage. Alors s'il vous plaît mes chers amis, vous voici réunis pour le mariage de la princesse Aurore et de son prince sauveur. Ce jeudi, comme chaque semaine, a lieu l'atelier de théâtre. Aujourd'hui, on y joue Blanche-Neige. On jette le riz. Pour Élise Tricard, comédienne, il est essentiel pour ces personnes d'apprendre à exprimer leurs émotions de manière appropriée en communication. C'est sûr qu'il y a une différence entre l'expressivité faciale ou verbale de ces personnes, de certaines d'entre elles, et l'émotion qu'elles essayent de faire. Par exemple, il y en a beaucoup, ils ont très bien compris que c'est la joie qu'il faut faire, ils savent ce que c'est qu'un sourire, mais soit ils n'arrivent pas bien à le faire, soit ils vont se contenter de dire le mot joie et ne pas sourire. C'est extrêmement frustrant. Donc le théâtre sous forme de jeu peut être un appui
pour que ces participants-là, ils travaillent le code, en fait, le code social. En France, selon l'Institut Pasteur, environ 1% de la population est concernée par les troubles du spectre de l'autisme à différents niveaux. Néanmoins, très peu d'établissements proposent un accompagnement spécialisé. Face à cette pénurie, les initiatives de l'Ordre de Malte France, comme la Maison du Lys, sont essentielles pour la prise en charge des personnes autistes en France. De retour sur le plateau d'Associons-nous. Alors Catherine, vous êtes la mère d'un résident de la Maison du Lys. Quelle est votre première réaction après ce reportage? Ma première réaction, c'est merci. Merci pour ce lieu. Merci pour l'accompagnement, les professionnels, les bénévoles, les parents aussi qui disent au revoir à leur enfant d'une certaine façon, les confient à l'institution. Enfin, je dis institution, mais j'ai plutôt envie de dire la Maison du Lys, parce que institution, j'aime pas le mot, je sais pas pourquoi je dis ça. Et c'est un lieu de vie. Et c'est un lieu de vie où se rencontrent des tas de parcours différents. Des personnes accueillies, des personnes qui viennent travailler, des bénévoles qui donnent de leur temps, mais surtout des résidents qui sont là. C'est leur maison. Ils ont tous eu un parcours de vie très spécifique. Et ils ont justement, comme on le dit dans le reportage, besoin d'un accompagnement qui est vraiment adapté à leurs besoins. Et tout va être tenté de mettre en œuvre pour cela. Alors bien sûr, avec les moyens qu'on peut avoir, avec les moyens que l'État donne, avec l'encadrement qui est possible. Mais pour moi, ça a été une... J'ai envie de parler d'une aventure, la rencontre de Mathieu, son accompagnement avec ses deux autres frères, avec Glenn, mon époux, avec nos familles. Et ben Mathieu, il nous a guidés dans un chemin de vie qu'on n'avait jamais imaginé. Alors, vous dites souvent que vous allez chez lui, chez Mathieu. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change que ça donne une forme de chemin d'acceptation. D'acceptation de se dire, Mathieu, il a 35 ans maintenant. Et il est arrivé au début de l'ouverture du foyer du Lys. Et ça fait déjà bien longtemps, parce que le foyer, il a dû ouvrir en 2007, je crois. On est en 2025 déjà, et ça me fait tout drôle de me dire que je prends cette route depuis tant de temps pour aller le voir, pour aller le chercher, pour le ramener chez Glenn et moi. Mais que oui, c'est un... Je ne sais pas comment vous exprimer c'est assez récent que je puisse me dire que sa maison à Mathieu, c'est pas chez nous, c'est le foyer du Lys. C'est là qu'il a sa vie. Il vient chez nous, on l'accueille. Mais sa vie, elle est au foyer du Lys avec ses compagnons, ses compagnes, les gens qui viennent. Avec l'accompagnement spirituel aussi, qui pour moi est important. Marion, qu'est-ce qui fait la spécificité de la Maison du Lys? Alors c'est vraiment ça, hein, c'est l'idée d'être dans une structure qui est à taille très familiale, où on peut avoir cet accompagnement très adapté des besoins des résidents. Ils sont tous différents, avec des singularités. Et tout l'enjeu de l'équipe, c'est vraiment de repérer ces singularités, de s'adapter, de proposer des activités qui sont en fait un support pour travailler sur ces adaptations d'accompagnement et qu'ils soient heureux chez eux, le plus épanouis possible. C'est ça notre enjeu, avec des équipes les plus pérennes possibles aussi, parce que c'est pas toujours simple. Mais on a pour ça un encadrement et des équipes de direction qui sont pleinement mobilisées et qui font un petit pas de côté pour se laisser porter par la différence et adapter au quotidien ce qu'on peut proposer. C'est vraiment important. Mais... Comment se construit l'accompagnement au quotidien? Alors c'est ce qu'on voyait dans le reportage. Il y a un certain nombre d'activités qui sont programmées avec les séquentiels que vous avez vus où on indique à chacun où il va, à quel moment, parce que l'anticipation de où je vais, à quel moment est importante. Et en même temps, de temps en temps, il faut se laisser porter. On a la chance d'être sur un établissement qui est en pleine nature. On peut faire plein d'activités. Donc de temps en temps, tout le monde part faire du vélo, de la piscine, participer à des compétitions sportives. Donc c'est un juste équilibre entre l'anticipation et être présent. Vous le disiez, Mme Travis, on en avait parlé ensemble,
être vraiment présent au quotidien, se laisser porter aussi, se laisser surprendre et puis s'adapter. On va renoncer parfois. Renoncer? Renoncer. C'est-à-dire? C'est-à-dire accepter que j'avais un projet, j'imaginais ça. Moi, j'ai imaginé tellement de choses pour Mathieu quand il est né. J'ai renoncé à beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai découvert ce que lui m'a proposé. Et donc, mon projet, c'est peut-être qu'aujourd'hui, allez, on va aller à la piscine. Ah oui, mais il n'a pas du tout envie d'aller à la piscine. Ou à la maison, ça n'arrive plus. Mais pendant des années, il n'y avait que 3 promenades qu'on pouvait faire. Et des fois, on arrivait sur le lieu que Mathieu connaissait bien pour faire la promenade, toujours une boucle, parce que se retourner, ce n'était pas possible. Eh bien non, il refermait la porte aussitôt. Et vous ne pouvez pas contraindre. Et c'est toute cette adaptation, tout ce lâcher-prise, toute cette rencontre où, ok. Mais ça, pour un parent, si vous voulez, c'est aussi très compliqué, et sûrement pour les professionnels aussi. Et Monsieur Bourdeau, le directeur, pour ça, a une attention, une bienveillance, un respect que parfois, nous, parents, on ne comprend pas trop non plus, parce qu'on voudrait des choses pour eux. Mais bon, c'est la maison de Mathieu, c'est son lieu de vie. Il y a des fois, il fait, il y a des fois, il ne fait pas. Il est très handicapé, Mathieu. Il ne participe pas à beaucoup d'ateliers. Il est très sportif, donc il fait de la bicyclette avec Mohamed, qui est un éducateur sportif. Mais il ne va pas au théâtre. Là, depuis septembre, il retourne dans l'activité musique. Et Sophie, qui fait cette activité, m'a dit l'autre jour, « Oh Mathieu, wow, super !» Et quel bonheur pour nous. Si ça varie un petit peu, il déambule beaucoup dans le jardin, et c'est vrai que ce cadre, il est beau. Il adore regarder la nature, sentir le vent, mais il ne peut pas jardiner, il ne peut pas tellement s'occuper des animaux, mais il est heureux. Je pense vraiment qu'il est... Je crois qu'il est heureux. Je ne peux pas dire pour lui, mais voilà, je pense qu'il est... Ouais. Alors, on a entendu le mot renoncer. Est-ce qu'on accepte aussi l'inacceptable? Accepter l'inacceptable. Est-ce que c'est inacceptable? C'est ça la question, en fait. Chacune de nos vies a des côtés qui sont particulières. Moi, il y a des côtés de moi qui sont inacceptables, et moi, j'essaie de faire avec et puis de les améliorer. Mais par rapport à son enfant, attendez, c'est un cheminement douloureux. Aujourd'hui, je peux vous parler, mais j'ai pu dire que je ne regardais jamais d'émissions sur l'autisme, parce que toujours on présentait les personnes autistes qui n'étaient pas Mathieu. Mathieu, il était très peu verbal. Il y a eu des moments où il n'a pas de contact, plus maintenant, mais il y a eu des années où il n'a plus de contact visuel. Imaginez pour un parent de ne pas voir le regard de son enfant. Donc ça a été un cheminement, voilà, et un renoncement à l'enfant qu'il aurait dû être, l'adulte qu'il aurait dû être, mais il est la personne qu'il est, et il a été l'enfant qu'il a été, et nous... dans la grande difficulté, dans les nuits blanches, dans la souffrance, dans l'accompagnement de nos 2 autres enfants aussi, dans l'aide de mes parents qui ont été vraiment si proches de nous. Eh bien, voilà, Mathieu nous a guidés dans une vie où on a rencontré des tas de gens formidables, et ça continue. Alors maintenant, on essaie de rester en bonne forme pour que ça dure le plus longtemps possible. Et qu'est-ce que la maison d'Ulysse vous a apporté ? Elle m'a apporté surtout une sécurité pour Mathieu, un lieu de vie où je sais que dans cette maison, dans son chez-lui, il y a des personnes bienveillantes, il est accueilli tel qu'il est, bon, avec sa fragilité, et puis, que vous dire, c'est jamais idéal, mais voilà, c'est là aussi où mon renoncement, c'est de me dire, il est un adulte aussi maintenant, et puis... il est avec d'autres gens, il vit sa vie, et puis il est content de nous voir, nous on est content de le voir. Mais quand le dimanche soir, on lui dit « Mathieu, c'est l'heure de retourner au foyer d'Ulysse », on lui dit toujours, lui on lui donne pas trop de temps. D'ailleurs, il voit quand on prépare le sac, il sait très bien ce qui va repartir chez lui. Mais on lui dit « Allez Mathieu, c'est l'heure de mettre tes chaussures, là ». Il met ses chaussures.
Et voilà, c'est pour nous, j'avais envie de dire joyeux, mais oui, enfin, voilà, pour nous, vous pouvez. Bon, c'est une séparation, c'est aussi, mais c'est une séparation aussi où on prépare la séparation suivante, et c'est tout un cheminement de vie. Comment, Marion, les familles participent-elles à la vie de la maison ? Alors, les familles, elles participent par le biais de ce qu'on appelle les conseils de vie sociale, et où il y a des représentants des familles qui sont présents, comme des représentants des résidents, des représentants des équipes et le directeur de l'établissement. Et c'est l'occasion de revisiter tous ensemble ce qui se fait dans l'établissement, en termes d'organisation, d'ateliers, de liens avec les familles aussi, hein, parce que l'objectif, c'est quand même bien de travailler tous ensemble. Et ce qu'évoquait Mme Travis, c'est vraiment important, de pouvoir rassurer, de pouvoir avoir confiance, parce que c'est un accompagnement, évidemment, qui s'inscrit dans du long terme. Hein, donc il faut pouvoir vraiment pérenniser cette confiance auprès des équipes, des directeurs, de l'encadrement aussi. Hein. Mais elles sont présentes par ce biais-là, et puis après par les échanges tout à fait individualisés qu'il peut y avoir entre les équipes et les familles. Il y a une alliance thérapeutique. Une alliance thérapeutique. Et quels sont les plus beaux signes de progrès que vous observez ? C'est difficile de répondre à cette question, parce que ce qu'évoquait Mme Travis, ça peut aller dans un sens à un moment donné, et puis dans un autre sens, il faut se laisser quand même porter, se laisser surprendre par l'évolution, ou parfois la régression, ça peut arriver aussi. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler en termes de progrès. En tout cas, notre objectif, c'est quand même bien d'être présent au moment où les choses se passent, et se laisser traverser, adapter, et accompagner le mieux possible pour que les résidents soient chez eux, heureux et le plus épanouis possible, avec un référentiel qui est un petit peu différent. Et vous faites un accompagnement aussi des directeurs. Vous faites un accompagnement des accompagnants. Oui, on évoque souvent ce sujet de si les équipes vont bien, les résidents vont bien, si les directeurs vont bien, les équipes vont bien. Donc oui, on a un accompagnement particulier des équipes d'encadrement et de direction avec... on parle d'autonomie pour les résidents, mais c'est aussi le cas pour les chefs d'établissement. Hein. Travailler sur l'autonomie, la responsabilisation, les décisions qui sont prises au bon endroit, au bon moment et au plus près du terrain. Quand on est un peu plus loin, c'est moins efficace. Donc on a aussi tout cet accompagnement effectivement des équipes de direction pour que ça fonctionne ensuite. Et c'est ça qui permet un accompagnement personnalisé, justement. Personnalisé, et puis surtout qui puisse être dans la durée. C'est vraiment ce qui nous importe. Les gens changent, et pour autant, nous, il faut que nos valeurs d'hospitalité, d'accompagnement, elles se poursuivent dans le temps. Et donc, on a tout cet accompagnement à faire pour que ça soit bien pérenne et que la confiance mutuelle elle puisse s'inscrire dans le temps. Cédric ? Oui, je voulais juste rajouter deux choses à ce que dit Marion. La première, c'est qu'il faut que les Français se rendent compte que c'est vraiment un enjeu majeur dans notre pays. C'est les personnes qui souffrent de troubles autistiques, c'est quand même 1 sur 100. C'est 1% des naissances en France, c'est entre 700 000 et 1 million de personnes. Donc, et face à ça, les structures sont peu nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a 47%, tout âge confondu, de personnes avec des syndromes autistiques qui sont sans emploi ou activité scolaire. Vous en avez 36% d'autistes adultes qui vivent toujours chez leurs parents. Vous imaginez, voilà. C'est aussi parce qu'on a les aidés, mais on a aussi ceux qui sont à côté, qui ont aussi droit à avoir une vie, aussi tout simplement. Donc, c'est un vrai enjeu de santé publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous l'avez très bien dit, c'est ce côté individuel que nous, on souhaite donner à l'Ordre de Malte. On a 13 établissements médico-sociaux en France, on en a 7 qui sont sur l'autisme. Donc, on vient de parler de celui qui est à côté de Saint-Arnoux, dans les Yvelines. On en a en Savoie, on a un gros pôle d'excellence en Savoie sur l'autisme, soit à Sallanches, à Annecy. Mais on le voit, c'est à la fois un enjeu de santé publique par rapport au public, mais aussi par rapport aux moyens qu'il faut déployer. C'est-à-dire qu'on le voit, pour qu'une prise en charge soit efficace, il va falloir mettre des moyens conséquents. Et c'est le choix qu'on a fait à l'Ordre de Malte. Je vais vous prendre quelques exemples.
on a un ratio d'aides-soignants par rapport aux patients qui est supérieur, parce qu'on veut vraiment cet accompagnement individualisé, on veut le temps avec le malade. Ce sont les infrastructures aussi. Là, on l'a vu tout à l'heure, il y a un potager, il y a une ferme dans ce centre de Bullion, parce qu'on pense que ça participe aussi de la chose. Mais ça aussi, ça coûte de l'argent. C'est de remplacer tout de suite les congés maladie ou les absences de personnel. Voilà. Tout ça, on l'a chiffré, hein, pour 400 personnes autistes et plus généralement 1400 personnes qui sont prises en charge chez nous, on pense que ce plus maltais, c'est 2 millions d'euros. Voilà. Mais c'est le prix aussi pour que Mathieu aille mieux. Voilà, on le sait, l'autisme aussi, c'est un diagnostic précoce. Plus ce sera diagnostiqué de façon précoce, plus on arrivera à agir sur le trouble autistique. Donc voilà. Et je pense que cette reconnaissance-là, je le dis sans flagornerie, parce que c'est des équipes de Marion qui mettent ça en place, elle est reconnue. La semaine prochaine, je vais partir à l'île Maurice et on va signer un protocole avec le ministère de la Santé de l'île Maurice pour justement les aider dans la prise en charge de l'autisme. Parce qu'on se dit, on est en 2025, c'est faire sur l'autisme. Ben non, pas tant que ça. Même en France, on a eu des approches psychanalytiques de l'autisme qui ont été un carnage médical jusqu'à très peu. Et on a changé, il y a très peu de temps, d'approche pour prendre des approches comportementalistes qui sont bien meilleures pour les personnes que l'on suit. J'aime pas dire patients, c'est pas des patients, c'est pas une maladie l'autisme. Donc voilà. Non mais c'est important de le dire, c'est pas une maladie l'autisme. Donc voilà. Et cette expertise-là, ben voilà, on l'exporte. Donc ça c'est une fierté aussi. Et on la complète par notamment des équipes mobiles, donc un certain nombre de services en fait qui permettent d'accompagner des personnes qui vivent avec des troubles autistiques chez elles, mais aussi leurs familles. Et donc on a des équipes mobiles, des services qui se rendent à l'extérieur des structures pour accompagner. Donc on a effectivement une expertise assez large d'accompagnement. Oui, ça a commencé par une école extraordinaire, une expérience qui existait en Savoie. Donc là, justement, vous êtes dans la petite enfance. Tout à l'heure, avant le plateau, on disait, vous aviez vu que Mathieu avait des troubles autistiques seulement à 2 ans, 2 ans et demi, c'est ça? Donc voilà, si on arrive... Il a vraiment eu une première partie de sa vie courte, mais qui était tout à fait normale. Enfin, vraiment. Il n'y avait aucune différence entre Mathieu bébé, Thomas bébé, Adrien bébé, non, aucune différence. Mais à partir de 2 ans, 2 ans et demi, il a commencé à vraiment régresser, perdre certains de ses acquis. Et en effet, les techniques adaptées, nous, on les a beaucoup mis en pratique, l'ont beaucoup aidé. Mais pareil, il faut faire attention, pas non plus penser qu'il y a que les techniques adaptées et pédagogiques qui vont permettre d'aider. Parce que nous, parents aussi, quand on est arrivé dans cette découverte avec Glenn, on s'est dit, waouh, il va sûrement un jour pouvoir aller à l'école comme tous les petits-enfants. Donc on l'a beaucoup accompagné d'une façon très respectueuse. Mais le côté, et moi c'est ce que j'apprécie énormément maintenant au foyer d'Ulysse, parce qu'il y a eu des périodes où c'était pas ça non plus, c'est vraiment adapté à chaque personne, c'est-à-dire qu'il y a cette bienveillance. Tout le monde n'utilise pas les pictogrammes, c'est pas bon pour tout le monde. Il y en a d'autres qui ont besoin d'objets, il y en a d'autres. C'est vraiment tellement important de respecter la personne, tout en essayant justement de l'aider à plus d'autonomie, moins de difficultés sensorielles, parce qu'on mentionne à un moment donné les difficultés sensorielles, elles sont très envahissantes. Et c'est un vrai enjeu pour les professionnels. Alors c'est là aussi qu'il faut vraiment prendre en compte la question de la formation. Et M. Bourdeau, pour ça, tente de former ses équipes. Les personnes qui viennent travailler au foyer d'Ulysse, elles viennent, et M. Bourdeau sait que lorsqu'il recrute une personne, il va la recruter parce qu'elle va avoir le désir de rencontrer une personne différente, qui va pouvoir lui apporter aussi une formation. Oui. Et qu'il va y avoir un soutien, une équipe, qu'il va y avoir aussi les parents apporter un peu, et beaucoup parfois. Enfin, moi parfois, désolée, j'ai été une maman kikinante, une maman triste, une maman agressive, une maman
Une maman qui souffrait, en fait. Et un papa aussi qui souffrait et qui demandait des choses que pas forcément le foyer pouvait donner. Mais il y a aussi cette écoute et cette attention à la souffrance. Des aidants. Des aidants, et oui, et leur fatigue. Et moi, Mathieu, par exemple, là, en ce moment, il dort mieux. Merci, Mathieu. Mais parfois, je suis réveillée à 3h du matin avec Mathieu. Et puis Glenn, heureusement, il aime bien le soir, parce que Mathieu, il dort 6 heures. Quand il dort 6 heures, c'est super. Donc Glenn, il s'occupe de Mathieu le soir. Moi, je me couche assez tôt. Et puis, moi, je suis prête quand Mathieu se réveille. Donc, on forme une petite équipe. Et c'est vrai que la formation, c'est essentiel. Hein. L'accompagnement, l'intégration des équipes aussi, sur la possibilité d'observer, de comprendre comment on fonctionne. Quels sont les ressorts, vous évoquiez sensoriels notamment des résidents, parce que on ne s'en rend pas compte, mais ça peut être très compliqué sur le bruit, la lumière, ça peut être le toucher aussi. Et donc il y a tout un parcours chez nous d'intégration des professionnels pour bien maîtriser tout ça. Et puis de formation, effectivement, on a aujourd'hui des recrutements sur des personnes qu'on intègre dans des parcours de formation diplômante. Il y a une continuité au niveau du personnel, justement. Oui, il y a une belle continuité. Alors, on a des territoires où c'est un peu plus compliqué parce que les métiers, vous le savez, dans le secteur sanitaire et médico-social sont vraiment en tension. Mais on a cette chance d'avoir ces parcours d'accueil, d'intégration, de formation. Et c'est vrai, il y a beaucoup de formations à l'Ordre de Malte France pour pérenniser ces équipes. Et pour les intégrer, les motiver, qu'elles soient pleinement investies. C'était... Non, c'est la preuve par l'exemple. Donc, merci de ce que vous avez dit tout à l'heure, et puis vous, docteur, et puis c'est aussi les professionnels, parce que, voyons le, il y a des professionnels qui sont vraiment dévoués dans leur travail. Ça ne doit pas être facile tous les jours, et qui sont pourtant là, fidèles au poste, dans cette écoute attentive. Donc, merci à eux aussi. Et on vous rappelle encore une fois que vous pouvez faire des dons. Encore une fois, allez sur le site ordredemalte.org. Voilà, c'est inscrit juste là sur votre écran. On arrive déjà pratiquement à la fin de l'émission. Je me tourne vers Cédric. Vous dites que le but de l'Ordre de Malte, c'est la civilisation de l'amour. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui ? On l'a vu dans ces exemples-là, docteur, entre ce que vous donnez vous et puis les patients qui vont venir, cet accompagnement unique que l'on essaye d'avoir, vraiment, nous on croit à l'Ordre de Malte que à travers chaque personne, il faut le prendre dans toutes ses composantes, qu'elles soient physiques, psychologiques, sociales et spirituelles, que c'est un tout, c'est même pas à l'Ordre de Malte, c'est la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. Et que c'est un combat de tous les jours. Et que c'est un combat qui est parfois menacé. Et en ces temps où on va s'approcher tout doucement de Noël, donc de la vie qui naît, qui résonne à travers le monde, moi il y a quelque chose quand même qui m'inquiète, c'est que le 12 janvier, à nouveau au Sénat, sera examiné le texte sur la fin de vie. Et nous, à l'Ordre de Malte, voilà, vous l'avez compris, cet ADN s'oppose radicalement à ça. Bien entendu, personne n'a envie de souffrir, moi le premier. Personne n'a envie de mourir, moi le premier. Mais derrière, nous croyons qu'il y a une autre voie possible. Et qu'aujourd'hui, ce texte, il va s'appliquer dans un pays où les soins palliatifs n'ont pas été assez développés. Il y a 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Il y a 80% des demandes en soins palliatifs qui ne sont pas pourvues en France. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrivée ? Il se passe que quand vous êtes pauvre, quand vous êtes isolé, quand vous n'avez plus la joie de vous battre, cette force-là pour vous battre, vous pouvez vous laisser aller. Et vous avez quelqu'un qui est en face de vous, qui ne va pas bien. Moi, j'ai accompagné un copain de 40 ans qui était en soins palliatifs. Je lui ai tenu la main dans ses derniers moments. Il est mort quelques heures après. Oui, ce sont des moments durs, mais il y a aussi des moments d'amour qui sont là avec des personnels dévoués. 3% des gens qui rentrent en soins palliatifs au début expriment un souhait de vouloir mettre fin à leur jour. Et après une semaine de soins palliatifs, ils ne sont plus que 0,3% à exprimer ce souhait-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout cet accompagnement qui se fait. Et là, aujourd'hui,
Ce que je crains, c'est qu'avec cette loi, d'abord, on va pousser les pauvres, les isolés, les fragiles, à se dire je ne suis pas aimé. Moi, je suis maraudeur aussi à l'Ordre de Malte. Je me rappelle d'un SDF qui, un soir à Paris, était torse nu alors qu'il faisait -5. Je lui dis mais vous êtes fou, monsieur, vous allez attraper la mort. Et il me répond c'est exactement ce que je souhaite. Mais nous, à l'Ordre de Malte, c'est exactement l'inverse que l'on souhaite. On souhaite prendre la personne et la ramener, dire tu es pleinement toi, tu as le droit d'être aimé. Et les statistiques que je vous donne sont des statistiques qui existent. Au Canada, c'est BBC qui dit ça. 1 décès sur 20, c'est le suicide assisté maintenant. Et la majorité des gens qui recourent au suicide assisté, ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres. Alors nous, ce que l'on dit, c'est non. À l'Ordre de Malte, nous voulons vraiment cette civilisation de l'amour et nous voulons impérativement pouvoir continuer à aimer les personnes dans leurs petites faiblesses. Vous disiez tout à l'heure, voilà, l'acceptable, l'inacceptable. Ben non, nous prenons tout le monde tel qu'il est. Tout le monde tel qu'il est. Or, aujourd'hui, le législateur, et c'est la chose la plus grave, telle que la loi est présentée au Sénat, il impose à tout le monde de mettre en œuvre ce parcours de mort. Si nous, à l'Ordre de Malte, demain, nous ne voulons pas le mettre en œuvre, nous encourons 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Voilà, donc j'en appelle vraiment aux parlementaires en disant, attendez, dans ce pays, on a quand même l'objection de conscience, et c'est pas forcément que des médecins, c'est aussi de l'aide-soignante, de la sage-femme, de la personne qui fera la toilette mortuaire derrière. Donc s'il vous plaît, ne sombrez pas dans cette folie et permettez que l'amour triomphe toujours. Que l'amour triomphe toujours. C'est sous ces belles paroles qu'on va conclure notre émission. Je remercie Cédric d'être venu. Je remercie Marion, Dr Dahan et bien sûr Catherine Travis d'être venus. Merci pour votre soutien, votre engagement. Et si vous aussi, vous souhaitez encore une fois soutenir l'Ordre de Malte France, chaque geste compte, bénévolat, don, simplement partager le message. Vous avez l'adresse ordredemalte.org. On se quitte avec leur campagne Urgence Hiver. On appelle à ne pas détourner le regard. Merci d'avoir été avec nous. Dans Associons-nous, le replay est déjà disponible sur kto.tv.com. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée sur KTO. Sophie, Pierre, ils, elles sont des milliers. Sans domicile fixe, sans repas fixe, sans morale fixe. Nous pouvons les aider, mais pas sans vous. Votre don offre repas, abri et espoir. Faites un don à l'Ordre de Malte. Merci.